Jean Vrignot, président du syndicat des neurologues, complexité d'études et les freins à l'installation. Jean. C'est indispensable. Hein? Ben oui, parce que c'est enregistré, Jean. Il faut être spécialiste, il faut faire des études. Et les études de spécialistes, c'est 11 ans. 11 ans. 11 ans, si on regarde à côté, le notaire, c'est 7 ans. L'avocat, c'est 7 ans. Le magistrat, c'est 7 ans. L'architecte, c'est 6 ans. Le préfet, c'est 6 ans. L'ingénieur, c'est 5 ans. Le pilote de ligne, c'est 4 ans. Alors, dans ces études, très rapidement, il faut les commencer. Et pour les commencer, il y a la première année qui est sanctionnée par un examen où nous envoyons au martyre nos enfants. C'est simple, hein. Dans ma région, il y avait un temps 64 au numerus clausus. Quelle différence y a-t-il entre le 65e et le 64e quand on manque de médecins? Alors, une fois qu'on a passé cette dure préparation qui vaut celle des grandes écoles actuellement, on rentre en deuxième et troisième année où l'on fait des enseignements donc médicaux et des stages pratiques. Les 3 années suivantes sont les années de l'externat, c'est-à-dire qu'il y a non seulement des cours à la faculté, mais surtout des stages hospitaliers où l'externe participe au fonctionnement des services. C'est à partir de la 6e année donc, que l'on arrive à l'internat et après les épreuves nationales classantes qui permet de disperser les internes selon les spécialités. L'internat de médecine générale ou de spécialité dure 3 à 5 ans et se déroule sous forme de plusieurs stages, mais ce n'est plus seulement dans les hôpitaux. Dans les établissements privés, ils ont la possibilité encore de faire ces stages maintenant. Et il ne reste plus qu'à passer le titre de docteur en médecine pour avoir le droit d'exercer. Une fois qu'on a le titre de docteur en médecine, on peut soit s'installer, soit prolonger au-delà des 11 ans sa spécialité pour obtenir des diplômes complémentaires ou surtout pour devenir chef de clinique. Le clinica, vous savez que c'est le seul moyen d'obtenir actuellement le secteur 2. Voilà. Alors après ça, on va parler des données sociologiques. Une étude du CNRS fait état d'importantes mutations dans le recrutement des étudiants en médecine. En effet, compte tenu du martyre de la première année, ce sont les enfants issus des milieux professionnels indépendants et libéraux qui n'ont pas tendance à se présenter à ce concours, et c'est plutôt les enfants des fonctionnaires et des enseignants qui sont habitués à la rigidité des concours. Autre donnée, on vous l'a expliqué, le revenu net des médecins libéraux a considérablement diminué du fait de la hausse des charges, de l'inflation, du gel des honoraires. Et dans la société, maintenant, le revenu du médecin, c'est le deuxième revenu du foyer, et ce qui peut expliquer la désaffection de certains jeunes. Alors, données comparatives hôpital libéral, il est bien évident que quand on a sa spécialité, il faut regarder ce qui se passe pour l'hôpital. L'hôpital, on y rentre, on a un fixe, on a un salaire qui est devenu assez appréciable pour un débutant. Et les premiers échelons indiciaires vont assez vite. Voilà. Alors que le libéral, lui, a l'accent sur les contraintes. Il faut acheter un cabinet, il faut acheter du matériel, il faut prendre une secrétaire, etc., etc. Des journées de travail qui sont longues, qui compensent un petit peu la baisse des revenus. Et la gestion de l'entreprise médicale, à titre indicatif, chez moi, en dehors du travail médical,
il y a 2 jours par semaine qui sont consacrés à la gestion et 2 jours par semaine qui sont consacrés à la gestion des tiers payants. Il y a, pour y dire, il y a la CMU, il y a les EHPAD, il y a les CAT, tout ce que vous voulez. On n'en sort plus maintenant. Ils arrivent, ils ont la carte vitale et la carte de paiement, c'est tout ce qu'ils ont. Des fois simplement la carte vitale. Voilà. Alors, les données sur la qualité de vie. Les jeunes, ils sont très attachés à la qualité de vie. Il ne faut pas s'éloigner de la faculté. C'est là qu'on a été formé, c'est là qu'il y a le recours, c'est là qu'on a confiance. Vous avez vu, on a expliqué que le souhait en groupe, ça les aide bien quand on a un petit problème, il y a le copain à côté qui dépanne, ils adorent ça. La féminisation de la profession, bien oui, on y est aujourd'hui, avec ces dames, et qui ont tendance à faire un travail à temps partiel ou à mi-temps, parce que c'est dans les dents. Mais alors, le mi-temps qu'elles ne prennent pas, ça fait autant qu'il n'y aura pas dans la profession. Et déjà qu'il y a un problème démographique. Et puis, il faut bien avouer que l'installation en province, ce n'est pas toujours l'idéal culturel pour les messieurs et pour les dames. Alors, je voudrais vous parler un petit peu de ce que font les neurologues. Les gens qui ne connaissent pas trop la neurologie ont plutôt l'habitude de dire on fait le tour des spécialistes, puis après on l'envoie en neuro. Il se démerdera. Mais maintenant, on a plutôt l'habitude de voir les gens en premier abord. Alors, oui, sur les neurologues libéraux, il y a 780 libéraux sur 2056 praticiens, et donc qui comportent 424 libéraux à exercice libéral pur et 356 qui ont un petit travail dans l'hôpital. Ils assurent la prise en charge en ville des patients jeunes. Ce n'est pas des gériatres, les neuros. Les épilepsies, on commence à la naissance. Les migraines, ça intéresse les jeunes. La sclérose en plaques, théoriquement, c'est les femmes entre 20 et 40 ans. Puis après, il y a les patients adultes, les maladies de Parkinson, la sclérose en plaques. Entre parenthèses, je vous signale que les traitements efficaces actuellement ne sont prescrits que par les neurologues. Donc, j'en étais à la maladie des nerfs périphériques et des muscles, la maladie de Charcot, etc. Alors, la maladie d'Alzheimer et les autres démences, ça ne peut pas se voir sans passer par le neurologue, au moins pour un avis diagnostique. Et donc, j'y reviens, la suivi des thérapeutiques à prescription restreinte, qui se développent de plus en plus, la chorée, la SLA, la sclérose en plaques, le syndrome des jambes sans repos, certains médicaments du Parkinson, de l'épilepsie, etc. Alors, le neurologue, en principe, c'est lui qui fait les électroencéphalogrammes. Et là, nous avons un énorme problème, puisque cet examen a été classé dans les actes pratiquement perdus et qu'il ne doit plus jamais être augmenté. Et ça nous inquiète, car beaucoup de cabinets libéraux abandonnent l'électroencéphalographie au risque qu'il se produise ici un problème de santé publique. Car les épileptiques vous disent qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas, c'est parce qu'il y a les neurologues. Dans le temps, ils étaient dans la rue, ils tombaient par terre. Mais maintenant, avec la foule de médicaments qu'on a, ils ne tombent plus. Et on les suit bien avec l'électroencéphalogramme. L'électromyogramme est aussi une activité importante pour les diagnostics du système nerveux périphérique et des muscles. Pour toutes ces pathologies, donc, le spécialiste libéral prend les patients en charge à meilleur coût qu'en hospitalisation, mais aussi ce qu'on appelle le colloque singulier, il est beaucoup plus confraternel. L'accès est quasiment direct et immédiat pour les urgences, pour peu qu'on ait une secrétariat qui comprenne bien les problèmes. Il y a les pressés qui attendent et les urgences qui passent tout de suite. Et ce qui fait que nous avons la possibilité, avec l'élasticité de nos horaires, de prendre beaucoup plus de gens que dans les hôpitaux où les horaires sont limités, et en particulier par les RTT. Merci.